Dans l'actualité de ce 7 novembre, bientôt des parcelles de la zone Zaka seront retirées à leurs propriétaires et réattribuées. La commission chargée d'examiner les dossiers des souscripteurs qui ne respecteraient pas les règles a été installée ce matin. Un modèle de développement, mais surtout incarnation de la volonté d'un pays déterminé à éradiquer la pauvreté de son territoire. De village le plus pauvre de la Chine, Daba a changé de statut en 5 ans seulement. Vous verrez les aspects de cette transformation dans ce journal. Et puis, il n'y a pas eu de vague bleue, mais les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Quand les républicains, eux, gardent la main sur le Sénat, les résultats des élections à mi-mandat aux États-Unis aboutissent à la cohabitation au Congrès. Donald Trump, lui, se dit satisfait de la performance de son camp. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Avant de développer ces titres, d'abord la suite de l'interrogatoire du commandant Abdulaziz Korogo. Il était le chef de corps par intérim de l'ex-RSP au moment des faits. Il est accusé, entre autres, de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Eh bien, il n'a pas varié d'un seul iota dans sa défense. Il clame toujours son innocence et il a même donné quelques détails pour étayer sa position. On écoute les précisions de Roméo Koïta. Chef de corps par intérim du RSP au moment des faits, certains considèrent le commandant Korogo comme l'une des boîtes noires du coup d'État. Des révélations, il en a faites. Il soutient par exemple que tous les hommes du RSP n'étaient pas au courant du coup d'État. Certains ont été embarqués dans l'affaire sans véritablement savoir ce qui se passait. Mais il y a aussi ceux qui n'étaient pas étrangers au coup. Ce sont ces derniers qu'il considère comme les instigateurs du coup d'État. Il a donné des noms, on peut citer par exemple le sergent-chef Koussoubé Roger dit le Touareg, Laoko Zerbo Mohamed, Sanou Ali et le caporal Dassami entre autres. Les avocats de ces accusés ne partagent pas forcément l'opinion du commandant Korogo selon laquelle leurs clients seraient les instigateurs du coup d'État. Ils pensent au contraire que la hiérarchie militaire veut se tirer d'affaire en chargeant des soldats qui n'étaient que de simples exécutants. Ça m'offusque que véritablement des chefs veulent se décharger sur les soldats, et alors que rien ne pouvait se faire manifestement sans leur aval et tout ça. Mais je ne dis pas que dans cette posture-là, je vais dire que c'est eux qui ont fait le coup d'État. Nous sommes dans encore la recherche de la vérité, mais la défense qui consiste à dire non, c'est des soldats indisciplinés et tout, ne me paraît pas donc une posture efficace. Pour cet avocat, il n'y a aucun lien entre l'attitude de ses clients et le coup d'État. Il pense plutôt que la hiérarchie militaire aurait dû s'assumer. Argument que ne partage pas le conseil du commandant Korogo, qui pense que le coup d'État n'a pas été une erreur de commandement. Dans le cas précis, pour revenir au cas de mon client, le commandant Korogo, donc vous voyez, pour moi, peut-être que je me trompe étant son conseil, mais c'est un officier modèle. Un officier modèle qui a fait correctement son travail, et vous savez que quand il a fait sa déposition, toutes les fois qu'il a constaté des déraillements dans le commandement, il n'a pas hésité à attirer l'attention de sa hiérarchie, il n'a pas hésité à prendre des initiatives afin donc de ramener tout le monde dans le rang, et vous avez vu qu'il avait même proposé des sanctions qu'il allait donc appliquer aux soi-disant entre griffes indisciplinés ou incontrôlés là. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'il y avait un problème de commandement donc que ce qu'on a connu est arrivé. Hormis la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, le commandant Abdulaziz Korogo est aussi accusé de meurtre et coups et blessures volontaires. Selon le parquet militaire, ces infractions sont la conséquence prévisible de la première. Les différentes parties vont opiner sur la question le vendredi 9 novembre prochain. Les souscripteurs des parcelles non mises en valeur et ou non soldées ou encore qui ne respecteraient pas le cahier des charges dans le viseur du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, des parcelles seront retirées et réattribuées après examen des dossiers cas par cas. Le comité chargé de statuer a été officiellement installé ce matin. Luc Pabelgem. La ZACA, la zone d'activité commerciale et administrative, située en plein cœur de Ouagadougou. Ici devraient trôner des immeubles de niveau minimum R+3, abritant des commerces, des bureaux,
En somme, le milieu des affaires. C'était l'objectif de la zone depuis le projet de reconstruction du marché central en 1985. En 2000, le gouvernement prend un décret portant l'extension de la ZACA. Elle passe de 85 à 200 hectares. 310 parcelles ont été aménagées et toutes attribuées. Plus de 15 ans après, la ZACA présente actuellement un paysage qui ne cadre pas avec les objectifs fixés à sa création. C'en est trop et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a décidé de prendre le taureau par les cornes. En procédant à l'installation de ce comité, les parcelles non mises en valeur et celles ne respectant pas le cahier de charges n'auront pas de répit. Ce comité d'examen de validation des dossiers des souscripteurs descend sur le terrain avec le ministre Dieudonné Maurice Bonané en tête. On peut dire qu'il y a eu un état des lieux qui, de nos jours, là, montre le niveau de mise en valeur de chaque parcelle au niveau de la ZACA, sur les 310 parcelles aménagées. Dans ce lot-là, on a des parcelles qui ne sont pas mises en valeur. Dans ce lot de parcelles non mises en valeur, nous comptons les parcelles vides, les parcelles clôturées. Et nous avons aussi un autre lot où c'est mis en valeur, mais le niveau minimum demandé, les R+3 ne sont pas atteints. Voilà, donc tout ça, ils ne sont pas en règle. Le comité de 6 membres a pour mission, entre autres, de visiter le terrain et produire un rapport sur l'état des lieux de la ZACA, d'examiner les dossiers des souscripteurs des parcelles non mises en valeur et non soldées, de mener des réflexions sur la conduite à tenir pour chacune des parcelles et de proposer une décision au regard de la situation. Nous allons prendre les décisions fortes en respectant les règles de droit de notre pays. Il y a eu des attributions, les uns et les autres se sont engagés à respecter le cahier de charges. Il est inadmissible de se retrouver aujourd'hui dans une situation, vous l'avez vu, où certaines parcelles sont des dépotoirs à ciel ouvert. Mais ceux qui n'ont pas les moyens d'investir à ce stade-là, nous allons récupérer les parcelles en respectant les règles de droit et les réattribuer à des investisseurs potentiels. Parce que cette zone-là doit atteindre les objectifs initiaux que le gouvernement s'est fixés. Après la zone d'activité commerciale et administrative, Ouaga 2000 et les parcelles non mises en valeur dans les arrondissements de la capitale seront concernés par des mesures, car pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, il n'est plus question que le tiers des populations de Ouagadougou vivent dans des zones non loties, pendant que de nombreuses parcelles ne sont pas mises en valeur dans des quartiers lotis. En rappel, le projet ZACA s'est fixé pour mission à sa création d'accompagner les mutations en cours et de doter Ouagadougou d'infrastructures complémentaires pour répondre à sa vocation de capitale de la culture, du cinéma, de l'artisanat et de services. Et maintenant, nous nous rendons à Daba, jadis l'un des villages les plus pauvres de la Chine. Daba a changé de statut en l'espace de 5 années seulement. Grâce à la volonté du gouvernement de l'Empire du Milieu, ce village est sorti des méandres de la pauvreté. Je vous propose d'aller à la découverte de cette localité, fruit d'une véritable politique de développement au Benguebré. La Chine moderne, c'est celle qui veut en finir avec la pauvreté d'ici à 2020. Daba est un village de 1500 âmes, subordonné au bout de Shengbao, dans l'arrondissement de Sixiu, dans le sud-est chinois. En 2012, le gouvernement dirigé par le Parti communiste chinois décide d'investir 20 millions de yuan, soit 1,6 milliard de francs CFA dans ce village pilote de la lutte contre la pauvreté. Le principe est simple, les villageois garantissent leurs terres en échange de l'investissement. Le gouvernement construit des logements de haut standing, des duplex, construit des routes, apporte l'électricité, offre l'eau, les infrastructures éducatives et sanitaires, aide les villageois dans l'acquisition de matériel agricole. La balle est désormais dans le camp des habitants de Daba. Ils se mettent au travail et les résultats en 5 ans sont extraordinaires. Le revenu annuel des villageois a considérablement augmenté, une moyenne de 8 000 yuan en 2017 contre 2 000 au début du projet. Yang Minyu a 45 ans, une femme et 2 enfants. Mon revenu annuel est passé de 7 000 à 20 000 yuan. Nous sommes heureux, nous ne pouvons que remercier un gouvernement qui pense à nous. Les villageois produisent ce fruit, le chili d'or, la spécialité agricole de la localité. Une production achetée et transformée sur place par cette usine de vin.
12 milliards de yuan comme investissement, 42 employés, elle appartient à la coopérative villageoise. Le vin de Daba a une réputation en quelques années de fonctionnement de la vinerie, vendue dans toute la Chine et en Europe, notamment en Hongrie. Les revenus sont réinjectés dans le développement du village. À Daba, il y a aussi cette ferme écologique, 15 millions de yuan comme investissement, 8 mois de réalisation. Fonctionnelle depuis 2017, ce sont 2000 litres de lait qui sont produits par jour. Tout ce que vous voyez là a été rendu possible grâce au gouvernement chinois. Cette ferme est aujourd'hui une référence nationale. Depuis l'année dernière, 16 pays européens et africains sont venus s'inspirer du modèle. Chacune des 700 vaches offre 25 à 30 litres de lait au quotidien. Des vaches qui boivent de l'eau potable, bénéficient de massages, écoutent de la musique. Elles ont été importées de la Hollande. Produire du lait mais aussi transformer du yaourt produit sur place, la consommation reste pour l'instant locale car le marché existe mais l'exportation ne saurait tarder, confie le fermier. Grâce à l'engagement du gouvernement chinois, à Daba, la pauvreté a presque été vaincue en 5 ans. Son indice a chuté jusqu'à 1,6%. On quitte le géant chinois et direction la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, où les résultats de l'élection à mi-mandat donnent vainqueur les démocrates pour la Chambre des représentants quand les républicains gardent la main sur le Sénat. C'est donc la cohabitation. Mais pour Donald Trump, le président américain, ce scrutin est un véritable succès selon ses propres termes. Les midterms ont tenu leurs promesses. Alors que le dépouillement touchait à sa fin, l'heure était déjà à la fête au Parti démocrate américain. Demain sera un jour nouveau aux États-Unis. L'opposition a pris mardi le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat. Mais les démocrates échouent à renverser le Sénat, où les républicains assoient même légèrement leur emprise. Symbole de la résistance du parti de Donald Trump contre la possible vague bleue, son ancien adversaire aux primaires, Ted Cruz, réélu au Texas face à l'une des étoiles montantes démocrates. Le Texas s'est rassemblé derrière un programme de bon sens. Étouffant la perte de la Chambre basse, Donald Trump s'est félicité d'un immense succès. Sa porte-parole développe. Ce fut une belle soirée pour le président. Les candidats l'ont soutenu, lui et sa politique. Et il a fait campagne et travaillé dur pour eux. Ça a payé ce soir. Ton similaire de la conseillère de Donald Trump, visiblement soulagée d'avoir assuré l'essentiel, garder le contrôle de la Chambre haute du Congrès. C'est remarquable et même historique. 2 ans après avoir écrit l'histoire de manière énorme, nous gagnons des sièges au Sénat américain. Verdict, les républicains comme les démocrates revendiquent la victoire de cette campagne cruciale. Centrée sur les enjeux de santé, d'immigration et de commerce, elle était surtout pour Donald Trump qui ne cache pas ses ambitions pour 2020, un premier test de sa popularité. Et en effet, si les thématiques de campagne ont bien intéressé certains citoyens, d'autres n'avaient que le président en tête devant l'urne. J'aime le président Trump, je prie pour mon président tous les jours. Ce n'est pas le plus grand être humain du monde, mais il est efficace. Il fait avancer les choses. La politique anti-immigration du locataire de la Maison-Blanche, qui a émis le projet de supprimer le droit du sol, a mobilisé certains électeurs en faveur des démocrates. Melvin Ruby Avila, fils d'immigrés de 19 ans, votait pour la première fois. C'est très triste. Je pense que ce n'est pas ça l'Amérique. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit sur moi, je l'ai pris personnellement. Trump a favorisé la peur et l'extrémisme dans ce pays, a favorisé la montée du fascisme. La perte de la Chambre des représentants est un coup dur pour les républicains, dont les réformes risquent d'être gênées jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump.
Voilà, avec le contrôle de la Chambre des représentants, il faut dire que les démocrates pourront bloquer plusieurs actions du président Donald Trump, comme par exemple le détricotage de l'Obamacare, une loi qui réforme l'assurance maladie aux États-Unis. Eh bien, au Burkina Faso, cette politique sanitaire n'est pas menacée. Au contraire, son opérationnalisation progresse. En début de semaine, c'est le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, Yves-Justin Kinda, qui a officiellement pris fonction. Madina Sinou. Un regard lointain et serein. Une adresse à l'Assemblée empreinte d'enthousiasme et de détermination. Le tout premier directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle montre ainsi toute son ambition à faire de cet établissement public de prévoyance sociale une référence. Pour y arriver, il entend mettre en ordre de bataille toute l'équipe dont il a la charge. C'est un grand défi, mais comme je l'ai dit, le défi n'est pas nouveau. Parce que déjà, avant que la Caisse ne soit créée, il y a une équipe qui travaillait et qui avait la responsabilité, certes, de mettre en place la structure, mais aussi d'assurer les conditions de viabilité à terme de la structure. Nous allons mettre en marche la machine. C'est l'espoir que nous portons. Donc, en cela, le défi il est évidemment énorme. La responsabilité peut faire peur, mais nous ne sommes pas inquiets parce qu'à l'expérience, nous savons que nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par les premières autorités de ce pays qui nous ont fait confiance, à moi et à mes équipes, et puis nous sommes soutenus aussi par des partenaires institutionnels. L'installation du nouveau patron de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle est certes effective depuis ce 5 novembre, mais le processus institutionnel n'est pas encore terminé. Après cette installation officielle, il reste la mise en place du conseil d'administration pour l'opérationnalisation de la structure. On pourra dire que le système est opérationnel lorsque la Caisse aura procédé au premier remboursement de prestations de soins. On espère, conformément au calendrier qui nous a été fixé, que 2019 serait la bonne année. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place la structure courant 2018, ce qui est en train d'être fait. Donc, en réalité, c'est un processus continu. Et même lorsque les premières prestations auront été versées, il faut s'assurer de la viabilité à long terme de la structure. Donc, en réalité, nous ne nous fixons pas des dates, mais plutôt, il faut une attention soutenue dans le temps et des efforts soutenus pour espérer que ce système qui est mis en place nous survive à tous. Est une promesse de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré pour une large couverture sanitaire des populations. Le principe est simple, chaque Burkinabé paye une cotisation à la Caisse en fonction de ses revenus pour garantir sa prise en charge lorsqu'il tombe malade. Ils sont plus de 300 participants attendus à la 4e édition du Salon des banques et des PME qui se tiendra du 8 au 11 novembre prochain à Bobo-Dioulasso. La place du numérique dans le développement des petites et moyennes entreprises au sein de l'UOMOA sera au cœur des discussions. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse. Fatoumata Traoré, Arsène Konditamde. Le Salon des banques et des petites et moyennes entreprises pose ses valises à Bobo-Dioulasso du 8 au 11 novembre prochain. Les 3 précédentes éditions ont été organisées à Ouagadougou et pour l'épisode 4, les organisateurs parient sur la ville de Sia. La capitale économique burkinabé est une ville aux multiples potentialités économiques et ce salon devrait permettre de créer un cadre de rencontre entre les entreprises et les banques. Cette année, l'objectif est de faire en sorte que ces PME s'intègrent pleinement dans l'ère du numérique afin d'être plus compétitives. Parce que comme nous l'avons dit, le numérique intervient tous les acteurs, que ce soit la population, les grandes entreprises et tous les autres acteurs. Et ces personnes-là sont invitées également à participer. Donc l'ouverture, elle est entièrement gratuite. Mais en ce moment, les gens vont arriver et avoir, à partir du 6, la possibilité de venir retirer des badges qui seront disponibles ici même au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de la Maison de la Culture et au niveau effectivement du bureau du comité d'organisation. Donc il y a 2 types de badges, les badges professionnels et les badges participants. Pour cette 4e édition, les organisateurs du Salon des banques et des PME essaient une nouvelle approche. Permettre au salon de s'autofinancer sans compter uniquement sur les apports financiers des partenaires. Une contribution est donc demandée aux PME participantes. Les participants professionnels, ce sont à ces personnes qu'il est demandé de payer un certain montant.
Le montant qui a été défini est de 50 000 francs pour toute PME qui est de l'espace UEMOA. Pourquoi ces 50 000 francs? Le salon se veut capable de s'autofinancer sans que chaque année nous ayons les mêmes difficultés pour effectivement prendre du temps à chercher du sponsoring. Nous pensons qu'il est important que les PME qui se réunissent soient capables de financer leurs propres activités. Donc les 50 000 francs doivent permettre à chaque PME inscrite de disposer d'un kit de participants, de disposer de toute la documentation, de participer aux rencontres B2B, les pauses café, les pauses déjeuner, le dîner gala, le cocktail panel et éventuellement les formations qui sont prévues. Comme il est de coutume depuis la première édition, c'est par la soirée de gala dénommée PME Award que va se refermer la 4e édition de ce salon. Cette prestigieuse soirée va être un cadre de récompense des managers de PME, des structures d'accompagnement et autres partenaires. Au total, 8 trophées vont être remis au cours de cette nuit. Vous le savez, l'énergie solaire a le vent en poupe. De nombreux ménages se tournent de plus en plus vers elle, mais ils sont parfois désenchantés par la piètre qualité du matériel qu'on leur propose. C'est le résultat du désordre qui règne dans le secteur. Il faut donc de la régulation. C'est le combat que mène depuis quelque temps une coalition d'organisations de la société civile. Rémi Lambert-Nébier. Longtemps préconisé comme palliatif du déficit énergétique, l'utilisation des équipements solaires au Burkina Faso est vite passée du stade promotionnel à un boom frisant le désordre. Le secteur est incontrôlé et risque de compromettre l'avenir des énergies renouvelables de la vie des acteurs de la société civile. Notre plaidoyer dans ce sens, c'est d'accompagner et d'attirer l'attention du gouvernement que en fait, justement, cette régulation devient une urgence pour le Burkina Faso pour la promotion de ces énergies renouvelables. Nos populations qui ne connaissent pas ce que c'est réellement, s'ils se découragent dans l'utilisation de ces produits d'énergie solaire, je crois que tout le combat est vain. Parce qu'au-delà de l'utilisation de ces énergies renouvelables, il y a la préservation un peu de l'environnement et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre qui est là. Et donc, il y a tout cet enjeu climatique aussi qui est derrière l'utilisation de ces énergies renouvelables. Et le fait que le secteur ne soit pas régulé, tout de suite, nous aurons beaucoup de rebut de ces panneaux-là. Et pour les recycler, ça va poser un problème, surtout qu'on n'a pas encore commencé à mettre des structures de recyclage de ces rebus-là en place. C'est par une caravane à travers les artères de la ville de Ouagadougou que le plaidoyer est mené auprès des décideurs politiques ce 7 novembre. L'objectif est double, demander une régulation du secteur mais aussi plaider pour la création d'emplois autour des énergies renouvelables. Nous faisons aussi la promotion pour qu'il y ait des curricula pour la formation des techniciens intermédiaires, des installateurs en énergie solaire photovoltaïque. Et qui dit faire la promotion pour qu'il y ait des curricula et la formation, dit aussi qu'il faut voir en aval là-bas, est-ce qu'il y aura en fait des emplois. Et cette étude nous montre qu'effectivement, il y a des emplois en énergie renouvelable qui peuvent être créés et des emplois qui peuvent faire vivre en fait les populations qui vont sortir comme entrepreneurs de ces écoles de formation professionnelle en énergie renouvelable. La finalité du combat de la coalition nationale des OSC pour la promotion des énergies renouvelables est de rendre l'énergie accessible dans les zones les plus reculées en Afrique dans les plus brefs délais. Un cadre de promotion des équipements et services d'énergie renouvelable est d'ailleurs initié dans ce quartier à la lisière de Ouagadougou pour inciter les habitants à croire à l'efficacité du solaire comme source d'énergie alternative au Burkina Faso. Plus de 400 techniciens d'agriculture formés au centre polyvalent agricole de Matourkou viennent d'effectuer les sorties officielles. Ils sont désormais prêts à participer au développement de l'agriculture burkinabé. Fatoumata Traoré Arsène Konditamde. Salifou Diallo, nom de baptême des stagiaires sortant du centre agricole polyvalent de Matourkou pour rendre hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce samedi 27 octobre, ils sont au total 444 stagiaires dont 84 femmes qui sont mis au service du développement agricole et rural.
Différentes catégories d'agents ont été formées selon le niveau d'entrée dans cette école. La raison pour laquelle ils ont pris le docteur Salifou Ouedraogo comme parrain, parce que c'est quand Salifou Diallo, pardon, comme parrain, parce que c'est quand il a été ministre qu'il s'est battu contre vent et marée pour qu'on ouvre le cycle des ingénieurs ici, parce qu'avec le PASS, on a fait près de 15 ans sans recruter des ingénieurs. Et le manque était criard, et donc il a dit il faut que nous puissions ouvrir un cycle des ingénieurs au Cap Matloukou pour rattraper notre retard et offrir au secteur agricole des ingénieurs bien formés selon les réalités du pays pour répondre de manière adéquate aux préoccupations du secteur agricole. Le CAP, le centre agricole polyvalent de Matourkou, a vu le jour en 1963. Depuis sa création, de nombreux professionnels y ont fait leurs armes et porté haut le flambeau de cette institution. Le parrain de la cérémonie appelle ses filleuls à emboîter le pas à leurs aînés et à mettre du cœur dans chacune de leurs tâches. Soyez courtois avec les autres collègues. Soyez travailleurs et faites toujours bien le travail qu'on viendra vous confier, et cela dans la discipline, l'abnégation et la conscience professionnelle. Aimez votre pays et travaillez à ce qu'il aille de l'avant. Protégez les biens de votre pays. Soyez de bons modèles pour les générations futures. Ne vous laissez pas emporter par l'affairisme, la facilité, la paresse et la corruption. La cérémonie est placée sous la présidence du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Il félicite et encourage les agents sortants et affirme que son département attend beaucoup d'eux pour l'atteinte des résultats fixés au secteur agricole. C'est une grande chose pour nous, puisque vous savez bien que les ressources humaines de qualité sont nécessaires pour un développement de qualité. Et aujourd'hui, l'enseignement qui est dispensé au Cap Matloukou, nous avons vu que les curricula ont été révisités, nous avons vu que les enseignants ont été recrutés avec un très bon niveau. Nous formons aujourd'hui des techniciens supérieurs, nous formons aujourd'hui des ingénieurs dans tous les secteurs du développement rural. C'est quelque chose de très important et vraiment je suis très heureux et encore une fois de plus que les années passées d'être là. Valorisation des aménagements hydrauliques, gage d'une adaptation au changement climatique et d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est le thème de cette cérémonie. Les élèves les plus méritants ont vu sanctionner leurs efforts par des cadeaux en guise d'encouragement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour une autre session d'actualité. Mais ne quittez pas, tout à l'heure, à 21h00, vous aurez un débat sur la qualité et le coût des services liés aux installations solaires autour de la table. Il y aura un représentant des consommateurs, un représentant d'importateurs de matériel et puis un représentant du ministère de l'Énergie. Ce sera à 21h00. Merci de votre fidélité.